Chaque soir, quand les lumières s'allument dans les villes américaines, un autre silence s'installe dans des millions de cuisines. Pas parce que les assiettes débordent, mais parce que des familles attendent encore des aides alimentaires qui n'ont toujours pas été versées. D'après les chiffres les plus récents, près de 2 millions de personnes restent au chômage de longue durée, pendant que le SNAP, ce programme vital qui nourrit le pays, vacille sous le poids d'un blocage budgétaire. Plusieurs États ont dû déclarer l'état d'urgence. Les banques alimentaires ont été vidées en un clin d'œil, et des files se forment dès l'aube pour recevoir quelques sacs de provisions. Et ne pensez pas qu'il s'agit seulement des plus défavorisés. Quand le filet social se déchire, c'est toute l'économie locale qui perd pied. Supermarchés, agriculteurs, travailleurs de nuit, tout le monde est entraîné dans cette spirale où flambée des prix et pénurie alimentaire deviennent le nouveau quotidien. Aujourd'hui, on va parcourir 10 États au bord du gouffre où l'Amérique, pourtant riche, doit se demander comment un pays rempli de nourriture peut-il laisser ses citoyens avoir faim. Votre État est-il concerné? Restez bien là. Numéro 10, New York. À New York, les néons continuent de briller. Bars animés, taxis qui défilent, panneaux publicitaires éclatants, la ville semble vivante comme toujours. Et pourtant, derrière cette façade énergique, des rangées de personnes attendent devant des centres alimentaires. Pas parce qu'elles manquent d'efforts, mais parce que cette fois-ci, leurs aides SNAP risquent d'arriver trop tard. L'État a déclaré l'urgence et débloqué 65 millions de dollars pour soutenir l'alimentation. Ça paraît énorme. Sauf que New York dépense environ 650 millions par mois pour le programme SNAP. Autrement dit, ce geste, c'est comme verser un demi-verre d'eau dans un lac asséché. Cette métropole qui se vantait autrefois d'être la terre des opportunités se retrouve aujourd'hui avec des habitants qui patientent jusqu'à 3 heures pour un sac de pâtes. Et le plus frappant, ceux dans cette file pourraient être vos voisins, vos collègues, des anciens militaires. Des gens qui ont travaillé, payé des impôts, contribué au pays. Aujourd'hui, ils doivent tendre la main pour pouvoir manger. Le problème, ce n'est pas que l'État refuse d'aider. C'est que tout dépend trop fortement de Washington. Quand le gouvernement fédéral se bloque, même un État aussi puissant que New York n'a pas assez pour colmater les brèches. Une ville drapée de prestige, mais réparée au ruban adhésif. Les prix alimentaires y ont bondi de plus de 18% depuis avant la pandémie. Des familles de classe moyenne vivant sur une retraite ou un revenu fixe comptent désormais chaque boîte de soupe. Quelqu'un disait « Avant, je faisais juste une croix sur le Starbucks. Maintenant, j'ai supprimé le petit déjeuner. » C'était dit en plaisantant, mais la réalité perce à travers l'humour. New York continue de tourner, mais la confiance, elle, commence à vaciller. Car quand l'estomac crie famine, tous les discours optimistes sur la reprise économique sonnent creux. Un journaliste a écrit un jour « New York est la ville qui ne dort jamais, mais c'est aussi celle où les pauvres n'ont jamais de répit. » C'est amer, et pourtant terriblement juste. Alors posez-vous la question, si un pays doit proclamer l'urgence pour nourrir ses habitants, le problème vient-il de nos poches, ou de notre manière de gérer ce système entier? Vous, à New York, vous feriez quoi si vos aides tardaient, que les prix montaient, et que votre frigo se vidait? Une ville qui ne ferme jamais l'œil pourra-t-elle encore nourrir les siens? Et puis, si même New York doit lever les bras au ciel à cause du SNAP, qu'en est-il des États moins fortunés? Numéro 9, Louisiana. Prenez la Louisiane. Là-bas, un seul ouragan suffit à détruire une vie entière. Si New York est la ville infatigable, la Louisiane est la cuisine du Sud, avec son gumbo épicé, son jazz, sa chaleur. Mais cette saison, la marmite manque de feu. Presque 800 000 habitants y dépendent du SNAP, près d'un cinquième de la population. Face au risque d'interruption, l'État a dû puiser 150 millions de dollars pour maintenir le programme un mois. Oui, un seul mois. Comme jeter une petite bûche sur des braises mourantes. La Louisiane a l'habitude des catastrophes naturelles. Mais cette tempête-ci n'est pas venue de l'océan, elle est venue de Washington, sous forme de crise budgétaire. Ici, on travaille dans les restaurants, les hôtels, les usines, des emplois longs, épuisants, souvent mal payés. Un jour sans travail, c'est une semaine sans revenus. Et lorsque les aides tardent, commerces et petits restaurants se retrouvent sans clients. Un patron à bâton rouge confiait récemment « On a beaucoup moins de monde ». Les gens disent qu'ils attendent leurs aides avant de revenir. Voilà comment un simple bout de plastique, une carte BT, peut déclencher un effet domino. La Louisiane est réputée pour sa résilience. Forte, tenace. Mais toute résistance s'accompagne de douleur. Une famille avec 3 enfants, vivant d'un salaire modeste et du SNAP, doit maintenant choisir, mettre de l'essence dans la voiture ou remplir les assiettes. On n'est plus dans l'économie, mais dans un face-à-face entre espoir et survie. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la Louisiane fut autrefois un modèle de solidarité. Après Katrina, la nation entière est venue aider, les églises et associations avaient fleuri partout. 20 ans plus tard,
l'État doit céder lui-même pour nourrir sa population. Une contradiction douce amère, exactement comme son gumbo, riche, mais difficile à avaler. Et le plus ironique, la nourriture ne manque pas en Louisiane. Les entrepôts regorgent de produits agricoles et de fruits de mer. Ce qui manque, c'est l'argent pour transformer ces ressources en repas. Un chercheur disait, « On ne souffre pas parce que la nourriture manque. On souffre parce que personne ne peut l'acheter. » Cette phrase prend ici tout son sens. Alors, un mois de SNAP, et après? Quand les fonds seront épuisés, le feu de la cuisine s'éteindra. Et une fois la flamme morte, il est difficile de rallumer la confiance. Numéro 8, le Nouveau-Mexique. Maintenant, regardons le Nouveau-Mexique, un État pauvre, vaste, où plus de 21% de la population compte sur le SNAP. Si la Louisiane est une marmite qui se refroidit, le Nouveau-Mexique ressemble à un désert assoiffé. Ici, le soleil ne manque pas, mais ce qui fait défaut, c'est tout simplement l'argent pour se nourrir. Une personne sur 5 dépend de cette carte BT pour vivre. Imaginez un instant, chaque carte d'aide alimentaire représente une goutte d'eau. Eh bien, au Nouveau-Mexique, si on rassemblait toutes ces cartes, l'État ressemblerait à une terre brûlée en plein mois de juillet, complètement assoiffée. Pour faire face à l'urgence, le gouvernement local a débloqué 30 millions de dollars, un pansement posé sur une plaie profonde. Car ici, le problème ne se limite pas au manque d'argent. C'est aussi une question de distance. Dans de nombreuses zones rurales, on doit parcourir plus de 50 km pour trouver un supermarché. Et quand le carburant dépasse les 4 $ le gallon, se rendre acheter du pain devient un dilemme financier. À Gallup, une habitante raconte: « J'ai passé presque la moitié de ma journée à récupérer quelques produits et attendre que ma carte d'aide soit rechargée. Quand je suis rentré, le pain était déjà dur. » On pourrait croire à une anecdote humoristique. Pourtant, c'est le quotidien, l'illustration parfaite de ce qu'on appelle les déserts alimentaires américains. Et ce qui rend tout ça encore plus troublant, c'est que cet État regorge de terres agricoles et de soleil, des symboles de prospérité en théorie. Sauf qu'aujourd'hui, cette lumière ne fait qu'éclairer des paniers vides. Ici, la crise ne fait pas de bruit. Elle se glisse discrètement dans les foyers. Un père qui vérifie son solde SNAP, une mère qui partage la dernière tortilla, un enfant qui demande pourquoi il n'y a pas de pommes cette semaine. Le Nouveau-Mexique détient aussi un triste record. C'est l'État où les habitants cumulent le plus de petits métiers. Ce n'est pas la volonté qui manque. C'est l'oxygène. Un paiement SNAP en retard, une facture d'électricité qui grimpe, et la fragile classe moyenne s'évapore comme un mirage au milieu du désert. L'Amérique est censée être la terre promise. Ici, cette promesse semble se trouver quelque part entre la station-service et la caisse du supermarché, là où l'on attend fébrilement le « bip » salvateur de la carte. Il existe un vieux proverbe: « Dans le désert, seule la persévérance pousse ». Aujourd'hui, le Nouveau-Mexique survit grâce à cette ténacité. Mais si même l'énergie morale doit être payée, combien de temps les gens pourront-ils encore tenir? Pendant que certains traversent des dizaines de kilomètres pour le dîner, dans le coin opposé du pays, un petit État adopte une stratégie différente. Numéro 7, le Vermont. Direction le Vermont. Là-bas, au lieu d'attendre Washington, le gouvernement a décidé d'agir seul pour remplir les assiettes. Observons comment ce bastion progressiste tente de contenir la tempête alimentaire. Si le Nouveau-Mexique est un désert assoiffé, le Vermont ressemble à un champ verdoyant où l'eau commence à manquer. Un endroit paisible, attaché à l'équité et à l'autonomie. Et pourtant lui aussi vacille. Craignant une suspension des aides nationales, les autorités ont immédiatement mobilisé 6,3 millions de dollars pour assurer la première moitié du mois, plus 250 000 dollars pour soutenir les banques alimentaires. Un filet de sécurité pour 2 semaines seulement, modeste, mais vital quand chaque dollar compte. Le Vermont est petit, peu peuplé, et ses finances sont limitées. Mais ici, on sait qu'on ne peut pas demander à une famille d'attendre une réunion administrative pour manger. Dans cet État, l'économie repose sur l'agriculture, les petits cafés, les fermes biologiques, les ateliers locaux. Chaque fois qu'une famille serre son budget, c'est toute la communauté qui en ressent le choc. À Burlington, un agriculteur confiait: « On pourrait nourrir tout l'État en légumes. Mais quand la viande devient trop chère, les gens finissent par manger nos légumes, sans rien acheter. » Une phrase drôle en apparence, mais qui pique un peu. Le Vermont a bâti sa réputation sur une alimentation saine et un mode de vie serein. Pourtant, beaucoup doivent désormais choisir entre manger bio ou ne rien manger. Les rayons sont pleins. Ce sont les portefeuilles qui sont vides. Un couple de retraités, après avoir payé électricité et médicaments, se retrouve avec moins de 50 dollars pour manger. Résultat, moins de viande, plus de pâtes et de conserves. Des légumes, oui, mais plus de protéines. Un régime santé, forcé, dicté non par choix, mais par contrainte. Ironique,
quand on sait que c'est ici qu'on a longtemps défendu l'idée d'une justice sociale pour tous. Même les convictions humanistes ont une limite budgétaire. L'État peut couvrir 15 jours, mais les 15 autres, chacun se débrouille. Dans cette région si fertile, la faim ne vient pas du manque de nourriture mais du manque d'argent. La nature est généreuse, les caisses publiques le sont moins. Quittons maintenant la Nouvelle-Angleterre pour remonter la côte ouest. Numéro 6 Oregon. Direction l'Oregon, terre de pluie, de forêts luxuriantes, et désormais de files d'attente devant les banques alimentaires. Après l'annonce d'un possible blocage des aides fédérales, l'État a injecté 5 millions de dollars supplémentaires dans son réseau alimentaire. Une somme qui paraît élevée, mais rapportée auprès de 400 000 ménages concernés, elle se résume à quelques sachets de pâtes et une brique de lait par famille. De quoi tenir une journée. La scène ressemble à un documentaire post-crise. Bénévoles débordés, camions en file indienne, famille patientant dans la bruine. À Beaverton, un homme résume la situation d'une phrase glaciale. Avant, je donnais ici. Aujourd'hui, je viens chercher. L'Oregon se targuait d'être un modèle de solidarité communautaire. Mais même la solidarité a ses limites. Quand les versements SNAP deviennent incertains, les stocks fondent, les étagères se vident, et même le système logistique rodé depuis le Covid se grippe. Ce que personne ne dit à voix haute, cet État regorge de travailleurs précaires de la tech et des services. Dès que l'économie ralentit, les heures chutent, les revenus s'évaporent, et ceux qui aidaient hier sont maintenant dans la file. La chute est rapide, de la dignité au doute, du don au besoin. Et pendant que la pluie tombe, les cafés de Portland proposent toujours des lattes à 5 $. Le contraste est saisissant, deux mondes qui coexistent, l'un savourant son café, l'autre attendant le bip salvateur d'un scanner alimentaire. Ce n'est pas un reproche, juste le portrait brutal d'une économie fracturée. La générosité nourrit un jour. Les politiques stables nourrissent des générations. La pluie peut nettoyer les rues, mais elle ne rassasie pas les estomacs. Numéro 5 Virginie. Pendant que Portland grelotte sous l'averse, à plus de 4500 km de là, la Virginie choisit une autre voie. Utiliser une partie de son excédent budgétaire pour amortir la crise et gagner du temps. Un geste responsable, mais révélateur d'un paradoxe. Oui, la Virginie a de l'argent. Non, elle ne peut pas remplacer le gouvernement fédéral. Imaginez avoir 100 $ alors que la facture en fait 8 cents. À l'échelle nationale, SNAP représente environ 8 milliards par mois. La Virginie n'en pèse qu'un fragment. Même avec un excédent, elle ne peut offrir qu'un parapluie, pas reconstruire le toit. Un responsable l'a dit sans détour. On ne peut pas jouer éternellement le rôle du gouvernement fédéral. Mais on ne peut pas non plus laisser nos citoyens avoir faim. Une vérité simple, dure, implacable. Dans cet État, beaucoup dépendent de pensions ou d'allocations pour anciens combattants. Ils se situent entre deux mondes, trop riches pour être prioritaires, trop vulnérables pour affronter seule l'inflation alimentaire. Quand SNAP vacille, ils réduisent la viande, reportent les rendez-vous médicaux, économisent sur les vitamines. Et parce que l'économie locale repose largement sur leurs dépenses, tout ralentit autour d'eux. On présente souvent la Virginie comme un État solide, presque un modèle de stabilité. Pourtant, même elle se retrouve à jongler entre les décisions prises à Washington et les besoins réels de ses habitants. Et cela en dit plus sur la santé économique du pays que n'importe quel discours officiel. Les gens le voient, ils comprennent la situation. Ils ne cherchent pas forcément un coupable. Mais un doute plane. Si un État en excédent budgétaire a du mal à faire face, qu'adviendra-t-il des plus petits lorsque la tempête sociale frappera de plein fouet? Et justement, il y a un endroit minuscule sur la carte qui a tenté de se forger son propre bouclier. Numéro 4 le Rhode Island. Rhode Island. Un État discret, peu peuplé, dont on ne parle presque jamais. Et pourtant, il a pris tout le monde de court. Face au chaos autour du programme alimentaire SNAP, cet État a décidé de saisir les tribunaux, et il a obtenu un répit. Regardons comment cette petite décision au milieu d'une crise a permis au Rhode Island de tenir tête, ne serait-ce qu'un instant, à la tourmente nationale. Le Rhode Island, c'est ce petit bout de terre qu'on traverse en moins d'une heure. Mais là-bas, ils ont fait quelque chose qui a surpris tout le pays. Ils ont défendu le repas de leurs citoyens devant la justice. Lorsque la rumeur a circulé que les aides SNAP pourraient être suspendues faute de budget, l'État n'avait clairement pas les moyens de prendre le relais. Alors, au lieu d'attendre, ils ont poursuivi le gouvernement fédéral. Et incroyable mais vrai, le juge leur a donné raison. Il a ordonné que des fonds d'urgence soient utilisés pour maintenir les aides alimentaires au moins quelques semaines. Sur le papier, ça ressemble à une victoire. Mais dans la vraie vie, quelques semaines, ça représente seulement quelques sacs de courses. Et après? Personne ne le sait. Avec un peu plus d'1 million d'habitants, le Rhode Island n'est pas une force économique majeure.
C'est plutôt un thermomètre de la confiance des citoyens. Ici, les gens ne cherchent pas le luxe. Ils veulent juste éviter de devoir aller devant un tribunal pour avoir de quoi manger. Quand la politique devient floue, ce sont soudain les juges qui se retrouvent à jouer le rôle de cuisinier de la nation. Un rôle que personne ne souhaite, mais que personne d'autre n'assume. Soyons francs, le système fonctionne comme une vieille voiture fatiguée. À chaque panne, on attache une ficelle, on croise les doigts, et on espère qu'elle roulera encore quelques kilomètres. Les supermarchés du Rhode Island vivent désormais au rythme des décisions de justice. Un commerçant confiait « On vend aujourd'hui, mais on ne sait pas si nos clients auront encore leur carte BT demain ». Cette petite économie avance en sursaut, secouée à chaque ordonnance judiciaire. Et quand il faut passer par un juge pour s'assurer un repas, c'est que le pays traverse une crise profonde. Certains en rient, mais le rire cache mal l'inquiétude. Tout le monde n'a pas d'avocat, mais tout le monde doit manger. Voilà un humour noir que seuls ceux qui vivent la situation peuvent vraiment comprendre. Numéro 3, Texas. Pendant que le Rhode Island se battait pour gagner un peu de temps, au Texas, le plus grand état de notre liste, on a choisi une stratégie complètement opposée, ne rien faire. Est-ce parce que le Texas se croit trop grand pour craindre la faim ? Direction cette terre fière où l'on aime répéter que tout est plus grand au Texas, même les files d'attente devant les banques alimentaires. Le Texas adore rappeler que tout y est immense. Mais aujourd'hui, cette grandeur semble aussi s'étendre aux problèmes. Alors que certains États tentent tant bien que mal de soutenir leurs habitants, le Texas, pourtant un poids lourd économique, n'a pris aucune mesure spécifique pour compenser la suspension temporaire de SNAP. Les responsables affirment surveiller la situation. Mais la population entend autre chose. Rien ne bouge. Dans les grandes villes Houston, Dallas, San Antonio, les banques alimentaires tirent la sonnette d'alarme. Les files s'allongent, composées de chômeurs, de travailleurs précaires, de migrants, tous attendant leur sac de nourriture. Un bénévole racontait « On distribue du riz depuis ce matin, et la file ne diminue pas. Il fait plus de 38 degrés Celsius dehors, mais la faim, elle, ne refroidit jamais. » Le Texas mise sur son credo. Le marché finira par se réguler. Très bien. Mais essayez d'expliquer ça à quelqu'un qui a faim. Certains économistes défendent cette stratégie. Selon eux, moins d'aide, c'est inciter les gens à s'en sortir par eux-mêmes. Ce que l'on entend moins, c'est que dans de nombreuses zones rurales du Texas, les habitants font face à un double choc. Job instable, aide suspendue, prix qui grimpe. Quand les fonds EBT n'arrivent pas, les supermarchés vendent moins, les fournisseurs coupent dans les livraisons, et c'est toute la communauté qui vacille. Le Texas, c'est du concret, mais ça ne le protège pas de la réalité. Pendant que presque 2 millions d'Américains perçoivent des allocations pour survivre, la croyance que chacun peut se débrouiller seul ressemble de plus en plus à une blague coûteuse. Dans l'État où l'on dit fièrement « Don't mess with Texas », peut-être faudrait-il ajouter, et n'oubliez pas d'apporter des provisions. Numéro 2, Floride. Plus au sud-est, direction la Floride. Le soleil brille, les touristes affluent, l'immobilier explose. Mais ici, une simple carte BT refusée peut faire dérailler tout le petit moteur économique d'un quartier. Voyons comment ce paradis des vacances tient le coup quand l'éclat du soleil ne suffit plus à remplir les assiettes. La Floride, c'est le rêve. Plages dorées, vagues apaisantes, ambiance festive. Mais derrière ce décor de cartes postales, les rayons se vident et les familles comptent chaque centime en attendant que leur carte BT soit rechargée. Aucun programme particulier n'a été annoncé pour compenser la suspension de SNAP. Les dirigeants parlent croissance, ambition, futur. Les associations, elles, parlent repas, urgence, survie. C'est la Floride dans toute sa contradiction. À quelques rues des bars où les visiteurs dépensent 12 $ pour un cocktail, des résidents attendent un repas gratuit sous le soleil. Ici, le tourisme et les emplois saisonniers dictent tout. Quand les visiteurs se font rares, les pourboires disparaissent, les revenus chutent et le frigo reste vide. Une serveuse racontait « Je vis grâce aux tips. Si les clients ne viennent pas, je ne mange pas. Et maintenant que Snap tarde, on m'a retiré mon dernier filet de sécurité. » La vie en Floride est chère, non pas par excès, mais par instabilité. En haute saison, tout va. En basse saison, c'est survie. Snap est le coussin qui absorbe ses creux. Sans lui, la chute est brutale. Les banques alimentaires de Miami et Tampa signalent une hausse de plus de 40% du nombre de bénéficiaires en quelques semaines. Certains viennent demander de l'aide pour la première fois, gênés. J'aidais ici avant, maintenant je fais la queue. Une phrase simple, mais révélatrice. La faim, elle, n'exclut personne. Elle attend juste le bon moment pour frapper. Et si la Floride sait gérer les ouragans, avec plan d'évacuation et équipe de secours, face à cette tempête budgétaire, il n'y a ni radar ni alerte. On voit seulement les étagères se vider, les portefeuilles se creuser et les nerfs s'user.
La Floride brille toujours, mais dans les cuisines, on pèse désormais entre acheter du lait ou de l'essence. Ce ne sont plus des choix de consommation, mais des choix de survie. Numéro 1, Tennessee. Et puis il y a le Tennessee, ce cœur battant du sud où la musique coule dans les rues, où chaque coin de Nashville raconte une histoire d'espoir, de rêves et de refrains qu'on chante pour oublier la dureté du quotidien. Un état où la guitare est reine, mais où, ces derniers temps, le silence dans la cuisine pèse plus lourd que le bruit des amplis sur Broadway. Le Tennessee, souvent vu comme une terre d'opportunités culturelles et touristiques, n'a pas brandi de bouée massive pour amortir la secousse du snap. Ici, on parle d'autonomie, de responsabilité individuelle, d'esprit pionnier. Des mots qui sonnent bien, jusqu'au moment où le frigo se vide. Dans les zones rurales, entre les collines des Appalaches et les petites villes où l'usine locale fait vivre 3 générations, l'impact a été brutal. Beaucoup travaillent dur dans des emplois instables, mal payés, souvent sans horaire garanti. Et quand les aides tardent, ce n'est pas un manque de confort qui s'installe, c'est le vide dans l'assiette. Une mère de Knoxville résumait la situation, la voix tremblante mais fière. On a l'habitude de serrer la ceinture. Mais là, il n'y a plus de cran. Dans les files des banques alimentaires, des retraités en chemise repassée côtoient des familles entières, l'air gêné, comme si demander un sac de provisions était un aveu d'échec. On murmure souvent ici, Dieu pourvoira. Aujourd'hui, ce sont surtout les bénévoles qui essaient de pourvoir, avec des stocks qui fondent comme la glace sous le soleil de Memphis en été. Consommation, mais des choix de survie. Et pourtant, ce qu'on voit en Floride, au Texas, au Rhode Island, ce ne sont que des fragments d'une carte nationale qui commence à s'effilocher. Ce n'est pas seulement l'histoire de quelques États, mais d'un système entier qui vacille. Des politiques lointaines, abstraites, qui finissent par se traduire dans l'assiette de millions d'Américains. Alors où se trouve le vrai problème? Dans les finances, ou dans le modèle que l'Amérique tente encore de faire fonctionner? Alors que le chômage reste élevé, que Snap menace de s'effriter, les 10 États que nous avons parcourus racontent plus qu'une situation économique. Ils parlent de vie, de familles serrant les dents jusqu'à la fin du mois, de frigos vides dans un pays riche, d'une nation qui teste la solidité de la foi de ses habitants. Couper Snap, ce n'est pas juste réduire une aide. C'est fragiliser les supermarchés, réduire les heures des employés, parfois même briser l'espoir d'un enfant. Si Snap est le dernier filet qui empêche l'économie de consommation de s'écrouler, sommes-nous en train de le réparer, ou de le retirer avant de regarder en bas? Et vous, dans votre ville, votre quartier, comment les gens s'adaptent-ils à ce décalage des aides sociales? Partagez votre expérience en commentaire. Et pensez à vous abonner pour la suite, parce que oui, certaines vérités sont difficiles à avaler, mais elles méritent d'être dites. Petite précision, cette vidéo est un travail d'analyse et de commentaire, elle ne vise à attaquer personne. Merci d'être resté jusqu'au bout. À très vite pour un nouvel épisode.